Bienvenue à vous sur le plateau de OM5 TV, Évasion littéraire. Je reçois Marc Desobliaux, le roman Deux garçons sans histoire, une tragédie moderne, édition collector. Marc Desobliaux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi. C'est votre premier roman. C'est un roman qui rend hommage à deux garçons dont vous êtes le témoin. Oui. Quelques années après, vous avez décidé d'en faire un roman. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Alors, je voulais d'abord dire que ça n'est pas mon premier roman. J'en ai déjà publié 6 avant. Mais vous avez... Dans ce style, hein, oui, je veux dire. Oui. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que c'est le premier livre sur lequel j'ai travaillé. Parce que c'était un livre qui me coûtait, auquel je tenais particulièrement. C'est un livre qui, pour moi, a 40 ans d'existence, qui est énorme. J'ai fait plusieurs versions de ce livre. Plusieurs sont parties à la poubelle parce qu'elles ne me convenaient pas. Et c'est seulement il y a quelques années que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Alors, pour vous parler rapidement de ce livre, c'est un roman, je tiens à ça, qui est quand même inspiré d'une histoire vraie. Je m'explique. Quand j'avais 15 ans, j'avais mon meilleur ami, qui avait le même âge que moi évidemment, et qui s'est retrouvé embringué dans une histoire sentimentale avec un autre garçon qui avait lui 13 ans. Et il n'a pas su, j'ai envie de dire gérer, c'est peut-être pas le mot, mais il s'est trouvé tout seul devant ce problème, avec un entourage familial qui ne voulait pas entendre parler de ça. Alors justement, stop, je vous arrête. On va parler maintenant de la famille. Cette famille que vous dites noble mais faussement aristocrate. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là ? Alors, vous avez... faussement aristocrate. Oui, parce que vous avez dans la bourgeoisie française, vous avez des gens qui, à un moment donné, souvent sous le Second Empire, ont été rajoutés un « de ». J'en connais. Et avec le temps, ces familles-là ont réussi à faire croire qu'elles étaient de source aristocratique, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, ça leur permettait d'accéder à un niveau social supérieur et de tromper les gens. Et les générations passant, c'est vrai que la chose s'oublie. Et on pense qu'effectivement, ils sont aristocrates, mais ils ne le sont pas du tout. Et on est dans les années 1970, un père complètement indifférent, limite on ne sait même pas s'il existe, une mère qui donne trop d'amour à son fils. Quelle image il en fait de cette mère en grandissant? Et après on va arriver à l'homosexualité, cet amour qu'on a du mal à comprendre. Alors, si vous voulez, si on se place du point de vue de la mère de ce garçon... Oui, on peut dire ce mot quand même, hein. Oui. Sébastien, exactement. Si on se place du point de vue de la mère, Geneviève, elle a tendance à remplacer le mari complètement absent, en effet, et qui d'ailleurs n'est pas qu'absent, il est même odieux avec elle. Elle reporte tout son amour sur son fils. Alors, elle a 3 enfants, mais elle va choisir le petit dernier parce que c'est le plus fragile, c'est le plus sensible surtout. Et c'est le petit dernier, ça joue. Bon. Et... d'un autre côté, du côté de Sébastien, vous avez un garçon donc hypersensible et qui pour des raisons qui ne sont pas forcément compréhensibles, mais elles doivent remonter à la petite enfance, il pense que l'amour de sa mère pour lui est tout. Et que s'il perd l'amour de sa mère, c'est la catastrophe, c'est la fin, il ne pourra plus vivre. Donc il s'accroche. Si vous voulez, les deux s'accrochent l'un à l'autre. C'est une espèce de bouée de sauvetage à deux, si je puis dire. Et comment est Sébastien? Est-ce que c'est un enfant fragile, sensible, timide, émotif? Oui, il est tout ça à la fois. Il est très réservé, il est très replié sur lui-même. Il ne s'entend pas surtout avec son frère. Avec sa sœur, il ne s'entend pas beaucoup non plus, mais avec son frère, ça passe pas du tout. Avec son père, il ne s'entend pas, même s'il est persuadé que son père est un père normal, parce qu'il n'a pas été voir ailleurs et qu'il ne se rend pas compte qu'ailleurs, c'est pas la même chose. Mais c'est surtout un artiste. C'est un musicien qui, très tôt, a commencé à faire des études de musique, qui apprend, qui compose. Mais on lui fait comprendre que ça, c'est très gentil, mais ça doit rester des amusements. Donc c'est quelqu'un de très fragile. Très fragile. Fragile. Alors tout le roman, dans la narration, le lecteur se pose la question... Que feriez-vous si l'on vous interdisait d'aimer? Ça, c'est toute la question du roman. Oui, exact.
Effectivement, je pense que c'est la grande question. Je pense qu'il y a autant de réponses que de gens. Hein. Maintenant, quand on interdit à quelqu'un d'aimer, je pense que ça ne peut faire que des dégâts désastreux. Et c'est le cas du livre. Hein. Mais en plus, si vous voulez, dans ce livre, ce qui est terrible, c'est qu'on ne lui interdit même pas d'aimer. Ça n'est pas dit. C'est un interdit, un tabou. Voilà. Ça n'est pas exprimé. Il n'y a pas besoin. Il le sait de lui-même. Sébastien sait de lui-même que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il ne doit pas le faire. Et moi, je vais vous poser une question. Selon vous, c'est quoi être normal dans notre société d'aujourd'hui quand deux hommes s'aiment? Oui. Bah, écoutez, c'est très difficile à répondre. Hein. Moi, j'ai une réponse. Le regard de la société reste toujours compliqué là-dessus. Les gens disent ah bah oui finalement c'est pas un problème, c'est normal et tout, mais n'empêche que moi ce que je vois autour de moi en tout cas c'est que quand ça arrive chez soi ou chez des amis proches, les gens disent ah les pauvres gens, quelle catastrophe hein. Donc vous voyez il y a une plainte contre plainte. Voilà, il y a un peu d'hypocrisie. On compatit, mais surtout pas ça chez moi. Ouais, hein, c'est très hypocrite. Oui. Ils sont souvent ça arrive chez eux, ils ne le savent pas. Non, ils ne le savent pas, et certains réagissent très très mal. Ça. Vous n'êtes pas sociologue. Malgré tout, vous écrivez, vous êtes romancier. Oui. Alors, vous écrivez plutôt un roman sur les mots, M-O-T-S, juste, et les mots M-A-U-X, de la douleur et du silence et du non-dit. Oui, c'est vrai. Mais non, je ne suis pas sociologue. Si vous voulez, c'est un livre sur lequel je me suis énormément investi. Comme je vous disais tout à l'heure, pendant beaucoup d'années, ce qui m'a permis d'aller, je pense, le plus loin possible dans les mots, comme vous dites, et dans les mots, les autres, M-A-U-X, de cette histoire. Quand vous avez été concerné, enfin touché au premier chef par cette affaire, et c'est mon cas, forcément, après, vous posez des tas de questions, vous allez toujours plus loin. Alors évidemment, à 15 ans, quand ça vous tombe dessus, votre ami, ah bah tiens, il s'est suicidé. Bon, vous êtes effaré, hein, vous êtes resté là comme ça en disant ben, c'est pas possible, etc. Mais on en reste purement au fond dans l'émotion. Mais les années passant, vous commencez à creuser. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir attendu aussi longtemps que ça avant de sortir ce livre, parce que je pense que j'ai été au plus loin de ce que je pouvais faire sur ce sujet. Voilà, c'est une thérapie aussi pour vous. Ah oui, absolument. Parce que je me suis toujours senti responsable de ce qui était arrivé. J'avais pas été capable non pas de voir, parce que j'avais fini par comprendre, il faut être honnête. Mais vous savez, on était dans des familles très bourgeoises, très, très croyantes, avec une éducation très victorienne, hein, comme on dit, même janséniste, on peut le dire comme ça aussi. Donc, il ne fallait pas parler des sentiments, ça ne se faisait pas, on ne parlait pas de sentiments. Selon vous, c'est une histoire contemporaine dans une société progressisme et traditionnalisme. Oui. Comment faire face justement à tous ces préjugés à la lecture de ce roman, Deux garçons sans histoire, tragédie moderne? Eh bien, je pense qu'il faut en parler. Moi, je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin, et si je puis dire, et aller, je sais que c'est plus ou moins prévu, aller à la rencontre de jeunes dans des établissements scolaires pour parler avec eux de ce problème qui, à mon avis, se pose toujours aujourd'hui. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une mère de famille qui faisait partie d'un groupe de réflexion dans un collège et qui m'a dit « Mais tu sais, Marc, ton histoire, je l'ai entendue l'autre jour. » Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, ce qu'on nous explique aujourd'hui, le problème reste entier. Et puis, je parle d'homosexualité, mais je pourrais parler d'autres choses où il y a des refus. Je suis dans une radio d'outre-mer. Il y a des familles, une télévision d'outre-mer, pardon. Je connais des familles qui n'accepteraient pas que leur enfant épouse une noire. D'accord. Hein, oui. J'en connais. Donc, vous voyez, c'est... je ne sais même pas si c'est du racisme. Enfin, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais si vous voulez, il y a un travail énorme à faire là-dessus pour dépasser tout ça. Parce dépasser les frontières, dépasser les voilà, frontières. Donc, les peurs, deux il y a garçons plein sans de choses. histoire Voilà. qui s'aiment. Alors, on va faire court, hein, puisque là, le temps nous est imparti. Une correspondance forte de lettres pour combler le vide et l'absence de l'un et de l'autre. Étrangement, un coup de foudre qui se fait à l'entrée d'une cathédrale, parce que un est scout,
donc oui. Jean-Denis, c'est bien ça. Oui, oui. Et Sébastien, lui, est catholique. Hein. Donc comment dire les choses, comment arriver à dire les choses de votre plume, voilà, allez-y. En synthèse, ces deux parties-là. C'est là où j'ai été, si vous voulez, obligé de je ne sais pas si je vais répondre bien à votre question, mais oui. Je vais y répondre comme je peux. C'est là où j'ai été obligé d'en faire un véritable roman, parce que j'ai quand même été obligé de reconstituer beaucoup de choses. Moi, Sébastien, il ne m'a pas dit grand-chose. Hein. Jean-Denis, je le connaissais peu. Hein, et je ne l'ai jamais revu après le drame qu'il y a eu. Donc, il m'a fallu faire tout un travail de construction ou de reconstruction pour essayer de comprendre comment les choses se sont mises en place. Donc, j'ai été obligé de romancer, évidemment. Vous avez romancé si bien. Oui. Si vous deviez orchestrer une musique symphonique, de philharmonique, justement pour cet amour sans histoire, ce silence absolu dans cette société, selon vous, quel serait le mieux placé? Est-ce que Mozart, Bach? Alors moi, en prenant le caractère de Sébastien qui est musicien, en prenant le côté un peu dramatique, je partirais plutôt sur Clair de Lune de Debussy. Oui. Parce que je trouve que c'est une musique qui est à la fois très douce, mais qui ne parle absolument pas d'un clair de lune, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est parfaitement imaginaire. Et il y a quand même une histoire. L'histoire est dramatique, c'est vrai à la fin, mais il y a quand même une histoire qui est belle, qui est paisible elle est linéaire, pendant longtemps. Et je trouve que Clair de Lune correspond assez bien à ça. Parfait. Clair de Lune de chez qui? Debussy. Debussy. Parfait. Que peut-on retenir de ces deux garçons sans histoire pour terminer? Alors, est-ce que c'est un exemple? Oui, c'est un exemple. Moi, ce que je retiendrai surtout, c'est la deuxième partie du livre où il n'est plus question que de Jean-Denis qui a pris des années, qui est devenu un homme, qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui a essayé de rentrer dans la vie normale et qui finalement, au bout de quelques temps, il pète les plombs et retourne vers Sébastien qui certes n'est plus là, mais qui est son ombre, dans lequel il va vivre dans l'ombre, parce que c'est une histoire qui n'a pas eu de fin. Et l'histoire se serait terminée ça serait terminé bien. Là, l'histoire ne se termine pas bien et on ne peut pas mettre le mot fin dessus. Il n'y a pas de fin, il y a une continuité. Voilà. Je rappelle le titre du livre, Deux garçons sans histoire, une tragédie moderne, des auteurs des livres, Marc Desobliaux, édition Collector. Et de nouveau, je remercie mon invité, Marc Desobliaux. Merci d'être venu. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir reçu.